Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui change un petit peu d'habitude. Parce que oui, avec Léa, on vient de rentrer d'un voyage de 2 mois au Japon qui était juste incroyable et on vous a filmé tout ça. Deux mois à travers le Japon, ça en fait des images. On va donc découper tout ça en plusieurs vidéos, histoire que vous n'ayez pas 5 heures de vidéos à regarder d'un coup. Mais avant tout ça, il a fallu y arriver au Japon. On a pris la compagnie Air China et ça s'est plutôt bien passé. Mis à part le fait qu'on n'avait pas de film sous-titré en français, on a eu 2 repas corrects dans le premier vol et 1 dans le second vol. Parce que oui, on a fait une escale d'environ 3 heures à Pékin qui nous a un peu claqué vu que c'était à 6 heures du matin. On a choisi Air China car c'était les moins chers et surtout on avait inclus dans le billet 2 valises en dessous de chacun. Et au bout de ce long périple, le Graal, le Japon. Pause. Faut qu'on vous montre la première dinguerie de ce voyage. Ça fait pas 1 heure qu'on est au Japon et il y a déjà des trucs de ouf. Regardez les sièges dans le train là. On peut les retourner, c'est un truc de fou. T'es en groupe de 4, tu peux être face à face, tu peux te mettre dans le sens de la marche ou l'inverse. Ils sont genre giga trop forts au Japon. Enfin arrivé dans notre petit Airbnb au nord-ouest de Tokyo. Il est déjà tard et on est claqué du vol. On va du coup chercher à manger et c'est l'occasion pour nous de voir notre premier 7-Eleven à même pas 3 minutes du Airbnb. On tombe aussi sur le Shonen Jump, le fameux magazine de publication des mangas les plus prestigieux du Japon. On a envie de goûter à tout, on retrouve des onigiri, des noodles et des choses qu'on connaît pas mais qu'on va essayer pendant le séjour. On se prend 2-3 trucs, puis on rentre au Airbnb pour tester tout ça. On commence par tester un corn dog. C'est une saucisse enrobée d'une pâte à frire légèrement sucrée. C'est validé. On goûte aussi un bun fourré au porc. Perso, c'est pas ce que je préfère, mais Léa a beaucoup aimé. Et pour le plat, ils ont un système pour ne pas mélanger le riz et la sauce. C'est hyper ingénieux. On termine par le dessert, on sait pas trop ce que c'est. Oh, Un peu liquide. ok. C'est ça à quoi? Un goût de caramel un peu. Ok. Et après ce bon repas, on décide d'aller se coucher bien fatigué. Premier jour de découverte à Tokyo. On s'est réveillé vers 6h30 du matin à cause du décalage horaire. On découvre notre quartier qui est super calme. On croise des écoliers en uniforme et on observe les voitures rouler à gauche. C'est un sentiment incroyable d'être baigné comme ça dans un quotidien si différent. Un truc qui nous a frappé, c'est le calme et la tranquillité qui règnent dans les rues. C'est juste fou. Aujourd'hui, on a prévu de faire un temple qui a l'air incroyable, mais avant ça, on a besoin de s'équiper. Il nous faut des carnets pour pouvoir y mettre les tampons et les Goshwin. Pour vous expliquer un peu, au Japon, il y a des tampons un peu partout qu'on peut collectionner. On en trouve dans les gares, les lieux touristiques et même les aires d'autoroute. Et les Goshwin, c'est des sortes de tampons, mais religieux, que tu peux faire dans chaque temple. Ils sont accompagnés d'une écriture faite au pinceau qui indique le nom du temple ainsi que la date. Mais pour pouvoir faire tout ça, il nous faut des carnets. Et on s'est dit qu'on allait en acheter dans le quartier de Shibuya. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. On s'est littéralement fait absorber par l'effervescence du quartier. Tout est tellement nouveau autour de nous qu'on s'arrête tous les 2 mètres. On a envie de rentrer partout, de tout tester. Du coup, ce qui devait nous prendre 1 heure nous a pris toute une matinée. Des machines à pince? Évidemment qu'on va en faire. D'ailleurs, vous pouvez noter mon niveau qui est catastrophique. Un gâchapon pour avoir un chapeau One Piece en porte-clés? Évidemment qu'on va le faire et qu'on veut n'importe qui, sauf le chapeau de la marine. Non, on est la marine. Bref, on a finalement trouvé nos carnets dans l'incroyable magasin Loft de Shibuya et on a même pu faire notre premier tampon. Maintenant, c'est l'heure d'aller manger. Pour ce premier repas, on a fait un classique qui s'appelle Sushiro. Il s'agit d'un restaurant de sushi sur plateau tournant. C'est un peu une chaîne premier prix pour le Japon, mais on s'est dit que c'était pas mal pour comparer avec les sushis qu'on a en France. Et bah y a pas photo, c'est vraiment meilleur. Que ce soit le poisson ou même le riz, le goût n'a rien à voir. Après on a essayé des trucs un peu plus originaux,
Et il y a eu des loupés, notamment le sushi au calamar cru que Léa a dû recracher discrètement. Après ce bon repas, on a pris la direction du quartier de Setagaya pour aller visiter un temple. Le quartier a l'air super chouette à découvrir, mais avant ça, place au temple Gotokuji. Le temple est connu pour ses manekineko, ces petites sculptures de chats que l'on peut acheter et laisser sur place en faisant un vœu. C'est aussi l'occasion pour nous de découvrir un petit peu les pratiques religieuses au Japon, comme par exemple ces tablettes de bois où on peut écrire une prière et qui seront brûlées par les personnes du temple pour qu'elles se réalisent. On a aussi vu ces petits papiers qui sont en fait des prédictions que l'on peut tirer dans chaque temple. Si elles sont négatives, la coutume veut qu'on les accroche dans le temple pour que le malheur ne reste pas sur nous. Après ce magnifique temple, on a déambulé dans le quartier autour et on a jonglé entre petits temples et rues commerçantes. On pense aussi avoir aperçu notre premier cerisier en fleurs, mais on n'est pas sûr. Vu qu'on était en fin de journée, les écoliers rentraient chez eux et les plus jeunes ont un bob jaune moutarde pour qu'il soit bien visible dans la rue. C'est trop mignon. On a aussi commencé à remplir notre carnet à tampons. Pour les Gauchouines, on n'a pas pu en faire car l'accueil était fermé quand on est arrivé. Il faudra forcément revenir. On est ensuite reparti vers le quartier de Shibuya pour le voir de nuit, découvrir cette ambiance un peu néon. On a refait une machine à pince et on a demandé au gérant qu'il nous replace la figurine. Il faut vraiment pas hésiter à demander. Là, il nous l'a mis d'une manière où clairement, tu donnes une pichenette dans la machine et la figurine tombe. Je crois qu'il a eu pitié de nous. Du coup, première figurine, je suis trop content. Et après ça, on a été en haut de l'immeuble Magnette 109 pour voir le fameux passage piéton de Shibuya. Le point de vue était payant, mais franchement il était plutôt chouette et il n'y avait pas trop de monde, c'était vraiment cool. On est ensuite passé par un combini pour acheter de quoi manger ce soir et on est rentré à notre appartement. On a testé plein de petites choses différentes. C'était bon sans être exceptionnel. Et après tout ça, au dodo. On est là depuis un jour, c'est le deuxième jour. Et on est fatigué, mais c'est génial. Pour ce deuxième jour à Tokyo, on retourne dans le quartier de Shibuya pour vraiment le découvrir en entier. On a commencé par monter au 11e étage de l'immeuble Ikari pour voir un nouveau point de vue sur le passage piéton de Shibuya, mais cette fois-ci gratuit. Eh bien c'est 1000% de fois validé. En plus d'être gratuit, il n'y avait pas énormément de monde quand on y était et la vue était chouette. Après ça, on est redescendu et on a fait quelques boutiques dans le quartier. On est même passé par une salle pour les joueurs Pokémon, c'est impressionnant le monde qu'il y avait. On est passé voir le point de vue de Shibuya du Starbucks qui est assez connu, et honnêtement, ça vaut pas du tout le coup. Il y a beaucoup trop de monde, et forcément tu es obligé de consommer pour pouvoir observer la vue. On vous le recommande vraiment pas. On est ensuite parti tester un restaurant de ramen qu'on a vu au hasard. Les employés étaient super gentils, et c'était giga bon. Franchement, le meilleur ramen qu'on ait mangé de notre vie. On a aussi pris des gyoza en plus, et pareil, c'est validé. Et ce genre de repas, en termes de prix, on en a eu pour 25 € pour 2 ramen et des gyoza. Et on était vraiment calés, on n'avait plus du tout faim. Après, on a été voir la fameuse statue du chien Hachiko, mais on n'a pas trouvé ça incroyable, et il y avait vraiment beaucoup de monde. On a continué à se balader dans le quartier. J'ai acheté quelques mangas, et comme d'habitude, on est tombé sur des boutiques plus farfelues les unes que les autres. Certaines boutiques sont en sous-sol, comme la boutique Mandarake, qui est une vraie petite mine d'or de livres, de cartes et de goodies de seconde main. On arrive sur la fin de la journée, et avant de rentrer à notre Airbnb, on a goûté à un mochi qui était délicieux, et on s'est arrêté dans un bar qui faisait des cocktails hyper originaux. Et en plus d'être originaux, ils étaient vraiment très bons. On a ensuite fait notre petite routine du soir, à savoir passage dans un combini pour acheter le repas, et on teste à l'appartement. On a testé les takoyaki, qui sont des boulettes de poulpe, une brochette de pâte de riz qu'on appelle dango, et le fameux melon pan. Et encore une fois, c'est validé. Aujourd'hui il pleut, du coup on va aller faire des choses à l'abri, mais avant ça, on ne vous a pas fait notre room tour. Donc là c'est la pièce principale avec la cuisine sur la gauche, ici la salle de bain, l'endroit pour retirer ses chaussures. Et voilà, les logements sont vraiment petits à Tokyo, le strict minimum, mais c'est largement suffisant. Direction le marché de Tsukiji pour manger notre repas du midi.
Il s'agit d'un grand marché assez connu à Tokyo, principalement composé de poissons et fruits de mer, mais on a trouvé quelques autres petites choses aussi. Beaucoup d'étals de ce marché proposent de cuire sur un barbecue et au chalumeau les fruits de mer que tu achètes. On a aussi vu des crabes qui étaient énormes. J'en ai jamais vu des aussi gros. On va manger du poisson cru et au barbecue. On va tester ça. On s'est fait du coup une petite sélection de plein de choses. Du thon, une coquille Saint-Jacques, du poulpe et une huître. On a testé tout ça et franchement c'était très bon, surtout le thon cru qui était juste incroyable. Après ça, on a été prendre une brochette d'ango, comme celle qu'on a mangée hier qui venait du 7-Eleven, sauf que là c'est une vraie. Elle est beaucoup plus grosse, beaucoup plus fluffy et elle a l'air hyper bonne. Incroyable. C'est pas top, C'est vrai? vraiment. Ça n'avait vraiment rien à voir. Après, on s'en doutait et c'est logique qu'entre un dango du supermarché et un, on va dire, qui est un peu plus frais, il y ait une différence. Là, on va à l'Art Aquarium Museum de Tokyo. On va voir des petits poissons. C'est un musée qu'on avait repéré sur internet et qui avait l'air hyper beau. Plein de salles se succèdent dans lesquelles on va retrouver des aquariums avec des formes différentes et des poissons colorés dedans. Le tout est plongé dans le noir avec des jeux de lumière différents. C'est assez joli et original. Je dirais que le seul vrai bémol, c'était le monde. Forcément, dans ce genre de lieu, il y a toujours pas mal de personnes. Ouais, c'était joli. Mais après, ça vaut combien? Moi, j'ai bien c'est une quinzaine d'euros 15 par personne. Ouais, franchement, c'est joli. 15 €. Des beaux poissons, faire des belles photos, Ouais. c'est tout chouette. Mais juste pas bien en photographie. S'il pleut, comme Ouais. pour nous aujourd'hui, c'est un bon spot pour faire quelque chose à Tokyo. Ouais, c'est clair. Même si c'est pas long. C'est clair. Après cette petite journée, on est tranquillement rentré au Airbnb. En chemin, on s'est arrêté à un distributeur pour vous montrer un truc assez fou. Ici, les packagings de produits montreront toujours un vrai visuel de son contenu à l'échelle. C'est fou ça quand même, et ça fit parfaitement. Combien le kilo? 14 € le kilo. Avec des noodles dedans. Ah non! Oh my god! Un donut, pommes de terre, sucre. Sympa. On va goûter un snack du 7-Eleven. Du coup, c'est une brioche au curry. C'est hyper bon. On va ensuite au lit en espérant que demain la météo sera meilleure. On part découvrir le temple de Meiji Jingu, le temple principal de Shibuya. On est arrivé à la porte du temple. On n'a pas encore vu l'intérieur, mais on va bientôt rentrer. Le temple est immense, rien à voir avec le temple au chat qu'on a fait le premier jour. En plus, il est au milieu de la nature, on n'a vraiment pas l'impression d'être en plein cœur de Tokyo. Beaucoup de personnes écrivaient des prières et tiraient leur oracle, on en a profité pour le faire aussi. On a aussi fait l'une des plus grosses erreurs de notre voyage. On a mis un tampon dans notre carnet à Goshuin. On pensait que vu que c'était un tampon dans un temple, ça fonctionnait comme un Goshuin, mais pas du tout. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. On a du coup retourné le carnet et on a été faire notre premier vrai Goshuin. On est hyper content, c'est juste magnifique et c'est le début d'une longue série. Il y a des tonneaux de vin d'un côté et des ballots de saké de l'autre. Et les tonneaux de vin, c'est français. Et donc là, forcément, c'est japonais. Après cette magnifique découverte, on a rejoint le centre du quartier de Harajuku pour le visiter. On est passé par l'incontournable Mugiwara Store dédié à Chopper. On est trop fan. On a ensuite vu plein de trucs hyper stylés et j'ai essayé quelques vêtements. Vous en pensez quoi d'ailleurs? On a ensuite rejoint la Takeshita Street, la rue la plus animée du quartier. Il y avait vraiment pas mal de monde. On a fait quelques magasins et on a goûté à l'emblématique pièce de 10 yens fourrée au fromage multicolore. Plus chimique que ça, tu meurs. Mais en vrai, c'était super bon. On a aussi vu un bar à bébé cochon, c'est tellement improbable. Les gens ont l'air de kiffer. Franchement, c'est bon. Très sucré. On va aller manger à Kurasushi. Kurasushi, c'est comme Sushiro.
une chaîne entrée de gamme de sushi au Japon. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. C'est relativement les mêmes goûts et la même gamme de prix. Ici, toutes les X assiettes finies, tu peux tenter de gagner un petit cadeau pour enfants. On n'a pas eu de chance, on n'a rien gagné. Après ce bon repas, on est reparti à la découverte de Tokyo. On vient d'arriver dans le quartier de Shinjuku et on est juste en face du chat, du fameux chat, regardez. Et là on se dépêche pour aller au Tokyo Metropolitan Government Building avant que ça ferme pour essayer d'avoir une petite vue sur Shinjuku et les alentours sur Tokyo. Bon, finalement, on était dans les temps. Il y avait même pas mal de monde qui faisait la queue. On est arrivé en haut de la tour. Regardez la vue. La vue est vraiment incroyable sur Tokyo. Et en plus, c'est gratuit. Et à notre grande surprise, on a vu le mont Fuji. On est trop content. Bon, il était loin et il y avait un peu de pollution et de brume qui faisait qu'on ne le voyait pas hyper bien. Mais quand même, on l'a vu. Petit à petit, avec le coucher du soleil, beaucoup de monde est arrivé. Ça devenait plus compliqué d'être au bord des vitres. On en a profité pour faire le petit tampon du lieu et on est reparti. En redescendant, on nous rappelle vite qu'on est au Japon parce qu'il y avait une projection sur l'immeuble avec de la musique. C'était un peu what the fuck. Vu qu'il faisait nuit, on en a profité pour se balader dans le quartier de Shinjuku qui est vraiment ouf de nuit. Il y a énormément d'enseignes lumineuses, c'est vraiment l'image qu'on peut se faire du Tokyo moderne. Léa a attrapé sa première figurine, elle était super contente. Et ensuite on est remonté jusqu'à la station de métro du quartier. On a même vu le fameux Godzilla de Shinjuku, c'était incroyable. On termine cette journée avec juste une petite vidéo d'un corn dog parce qu'on n'a rien filmé d'autre et on va se coucher. Aujourd'hui, on est le 18 mars et on part découvrir le temple de Sensoji dans le quartier d'Asakusa. C'est un jour un peu spécial au temple parce qu'il y a un festival pour fêter la création du temple. Donc on va aller voir tout ça. Allez, c'est parti! On est arrivé au sanctuaire d'Asakusa, qu'on appelle aussi Sensoji, assez tôt, vers 9h du matin. Le festival commence en fin de matinée, mais on voulait visiter le temple avant qu'il n'y ait trop de monde. Honnêtement, déjà là, il y a pas mal de monde. Devant la porte principale du temple, on va retrouver une longue allée de commerçants qui vendent un peu de tout, du textile, de la nourriture, etc. Vu qu'il n'est pas 10h, les commerces ne sont pas tous ouverts, ils sont en train de se préparer. Après ça, on arrive à une seconde porte qui délimite l'enceinte principale du sanctuaire qui est composée de plusieurs bâtiments religieux. En son centre, on va retrouver les omikuji, qui sont les tirages de chance, l'eau pour se bénir ou encore l'encens que l'on peut acheter pour prier. Le sanctuaire est vraiment magnifique. C'est encore un style différent de ce que l'on a déjà vu. On est parti faire notre Goshuin pour avoir un souvenir de notre passage au sanctuaire d'Asakusa et l'heure du festival approche déjà. On voit une allée se former pour laisser passer une sorte de char suivi de plein de personnes différentes qui ont l'air d'avoir chacun leur rôle. Et soudain, en queue de peloton, on aperçoit la star du jour. Ce festival est là pour commémorer la création du temple. D'après les récits, en l'an 628, deux frères pêcheurs trouvèrent dans leur filet une statuette de la déesse Kannon. Le seigneur de leur village transforma alors sa maison en un temple pour y placer la statuette et la vénérer. Quelques décennies plus tard, un prêtre bouddhiste arriva dans la région et fit construire le sanctuaire d'Asakusa pour y cacher la statuette de la déesse Kannon. D'après la légende, la statuette serait toujours cachée dans le temple. Le festival du Dragon d'Or est là pour remercier la déesse et l'honorer. Le dragon est constitué de 8888 écailles et fait 18 mètres de long pour 88 kg. C'est hyper impressionnant. Il est manipulé par 8 danseurs seulement. C'est ouf la force qu'ils doivent avoir. C'était trop cool à voir. C'était trop bien. Trop fou, genre, cette expérience quoi. Après ce moment incroyable qu'on a vécu,
On a remonté la rue commerçante pour quitter le temple et on en a profité pour acheter des petits biscuits et les goûter. On ne vous l'a pas encore dit, mais au Japon, il est très mal vu de manger et boire en marchant dans la rue. Du coup, on s'est arrêté hors du temple, parce que oui, il est aussi interdit de manger et boire dans les lieux sacrés, et on a goûté aux petits biscuits. Ils étaient super bons. Oh, c'est à la pâte de haricots? Après-midi shopping, pour tout ce qui est ustensiles de cuisine et autres. Voilà, on va regarder un peu ce qu'on trouve. Le quartier d'Asakusa, en dehors de son temple, est assez réputé pour toute sa vaisselle et les ustensiles de cuisine qu'on peut y trouver. Avec Léa, on adore cuisiner. Du coup, on a fait du repérage pour nos futurs souvenirs qu'on ramènera à la fin du voyage. La vaisselle est hyper belle et pas chère du tout. On a trouvé vraiment de tout. Il y a aussi pas mal de boutiques de couteaux. Ça nous tentait bien, mais c'est assez cher. Autour des 150 € le couteau minimum. En même temps, les couteaux japonais sont très réputés, donc rien de surprenant. On trouve vraiment de tout dans les boutiques, de la vaisselle traditionnelle aux moules en silicone. On a aussi repéré une super boutique de baguettes, un souvenir incontournable à ramener. D'ailleurs, on vous prévoit une vidéo qu'on sortira après les vlogs de tous les souvenirs qu'on a ramenés de notre voyage. Une fois notre petit tour fini, on est allé se faire un goûter. On a trouvé une boutique qui fait plein de taiyaki. Il s'agit d'un dessert japonais très répandu. Traditionnellement, le dessert est un beignet en forme de poisson fourré à la pâte de haricots rouges. Nous, on en a trouvé avec plein de goûts qu'on a testé. Le classique aux haricots rouges, au fromage, à la fleur de cerisier, au matcha et à la patate douce japonaise. Grosse mention spéciale pour la patate douce japonaise qu'on connaissait pas du tout et qui est vraiment hyper bonne. C'est très sucré naturellement. On devait rentrer et Simon il a vu un magasin plutôt chouette sur TikTok qui vendait des figurines pas chères et du coup bah voilà on est obligé d'y aller donc on est devant et on va voir si on trouve des figurines. Là, il faut que je vous parle sérieusement du truc que j'ai préféré au Japon, les magasins Book-Off. Il s'agit d'une chaîne de magasins de seconde main, mais vraiment pas chère, où l'on va retrouver principalement des livres et des figurines. Il y a d'autres déclinaisons de magasins pour les appareils électroniques, les vêtements, les meubles, un petit peu de tout. Et la chose à savoir, c'est que les Japonais sont extrêmement méticuleux avec leurs affaires. Ça veut dire que quand tu achètes de la seconde main, tu as l'impression d'avoir un produit totalement neuf. Tu peux acheter des lots complets de tous les tomes de manga pour vraiment rien. Par exemple, là, c'était un lot de 42 tomes qui revenait à environ 80 €, ce qui fait 2 € le tome. En France, un tome de manga, c'est autour des 6,50 €. 6 tomes 1 de manga qu'on a vu avec Léa, qu'on a beaucoup aimé, et une figurine à 500 yens. Là, j'en ai eu au total pour 10,50 €. Ce qui coûte vraiment rien. Je pense qu'en équivalent en France, j'en aurais eu pour une soixantaine d'euros. Après cette journée bien axée sur la culture, on est rentré se coucher fatigué. Mais avant ça, on a mangé et on a testé le fameux combo qu'on voit sur internet. Sandwich aux œufs avec du poulet frit dedans. Car oui, les Japonais adorent les sandwichs avec juste de l'œuf dedans. Eh bien, au risque de me répéter encore, c'est une nouvelle fois 1000% validé. C'était juste hyper bon. Ça y est, on quitte notre premier logement. Hop. On change de coin de Tokyo pour aller autour de la Tokyo Tower. Le groupe hôtelier Park Hotel Tokyo nous a invités à passer quelques nuits dans 2 de leurs hôtels. On est trop contents et on a hâte de découvrir tout ça. Le premier hôtel est au 25e étage d'un immense building avec une vue de folie sur la Tokyo Tower. On y arrive un peu tôt, avant l'heure du check-in, pour pouvoir y laisser nos valises le temps de notre journée de visite. On va même pouvoir choisir notre chambre car elles sont pour la plupart différentes et réalisées par un artiste. On la découvrira à notre retour ce soir. L'art est d'ailleurs le thème global de cet hôtel. On part ensuite visiter le quartier. On s'arrête aussi dans un combini pour prendre un petit truc à boire. On se dirige vers la JAF, qui est l'endroit où pour faire traduire son permis. En fait, le permis international au Japon n'existe pas, il n'est pas reconnu, et du coup il faut forcément faire traduire son permis. Et donc on peut le faire sur place, genre en 1 heure c'est fait, mais il faut y aller. Voilà, donc on y va. Bah c'est bien, on sera les premiers comme ça. Non. Mais non. Bon, bah, la JAF est fermée. En fait, c'était un national holiday, un jour férié, parce que c'est le jour du printemps ici. Et pas au courant, enfin, voilà. Donc, faut qu'on revienne. Après cette petite déception, on repart du coup à la découverte des environs. Là, on est dans le quartier de Ueno. Et l'objectif, après, c'est d'aller au parc Ueno pour voir des sakuras en fleurs, des cerisiers en fleurs.
On sait pas encore s'ils sont fleuris, donc on va voir. On croise les doigts en espérant voir. Comme d'habitude, on déambule dans les rues et on s'arrête un peu partout. On teste les brochettes de fruits au sucre. On en voit beaucoup au Japon et c'est franchement assez bon et très frais. On s'est aussi battu avec une machine à pince qui a fini en défaite pour nous. Après ça, il était l'heure de manger. On a testé une nouvelle spécialité japonaise, les tempura, et plus particulièrement les tempura de crevettes. Le restaurant a été hyper typique et on a mangé au comptoir en face des cuisiniers comme le font beaucoup de Japonais. On a pu les voir préparer nos plats, c'était trop cool. On a pris un bol de riz et tempura de crevettes, la spécialité, et un autre bol de riz avec un mix de tempura où en plus des crevettes, il y avait des légumes comme de l'aubergine, de la racine de lotus et même un œuf en tempura. C'était incroyablement bon encore une fois. Vraiment, depuis le début, il n'y a pas eu un seul restaurant où on a été déçu. C'est ouf! Avec la sauce, c'est trop bon. On voit des cerisiers au loin. Trop bien! On est hyper content de découvrir enfin les cerisiers en fleurs japonais. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on a choisi de venir au Japon à cette période. C'est trop beau de voir toutes ces fleurs roses et blanches. Et en plus, avec l'arrivée du printemps, c'est le retour des oiseaux qui viennent butiner les fleurs de cerisier. C'est juste féerique. Là, on est à l'entrée du parc Ueno, mais a priori, le parc devrait être rempli de centaines de cerisiers en fleurs. T'as vu, il y a 2 arbres en fleurs. Malheureusement, c'est une déception. Les cerisiers du parc ne sont pas encore en floraison. C'est assez dur d'avoir le bon timing, car le pic de floraison ne dure qu'une semaine. Il y a des sites internet qui surveillent ce pic, mais forcément, quand on prévoit un voyage plusieurs mois à l'avance, c'est assez dur de viser juste. Hop là, petite pause dans ce vlog incroyable que vous êtes en train de regarder pour vous parler du tout premier e-book qu'on vient de sortir sur le Japon. Vous y trouverez typiquement toutes les informations pour ne pas louper la meilleure période pour voir les cerisiers en fleurs. On a mis plusieurs mois à rassembler et compiler toutes les informations de notre voyage pour vous livrer un truc clé en main fait aux petits oignons. Vous retrouverez notamment dedans 4 itinéraires de durées différentes et même un hors des sentiers battus si votre truc c'est d'être loin des touristes. On y a aussi mis plein de conseils et des réductions qui vous amortissent le coût d'achat de ce e-book. On y a aussi ajouté notre tableau Excel pour bien suivre votre budget pendant votre voyage et une carte Google Maps hyper complète de tous les points qu'on a fait sur tout le territoire. Vous pouvez retrouver le lien pour l'acheter en première ligne de description ou sur notre site internet foxtrotter.fr. Son prix de vente est de 29,90 €, mais on met une réduction de folie sur la première semaine de vente, donc dépêchez-vous, vous pouvez peut-être encore en profiter actuellement. Allez, fini la parenthèse promo, on repart dans le vlog. On a continué de s'enfoncer dans le parc pour découvrir des temples. On a commencé par le pavillon de Benten, au milieu de l'étang du parc. Il est tellement cool qu'avec lui on s'ennuie jamais, Benten. Comme assez souvent, juste avant le temple, il y a une petite allée avec plein de stands de nourriture. Il y a de tout, du sucré, du salé, des poulpes, des nouilles, c'est vraiment la foire. Au temple, on a fait un goshuin et j'ai pu vous le filmer, c'est assez rare. En général, il est interdit de les filmer en train de remplir le goshuin, mais là, c'était autorisé. Après ça, on a été un peu plus loin encore dans le parc et on a vu 2 autres temples qui étaient également très jolis. D'abord, le temple de Gojo Tenjinsha Shrine et ensuite le Ueno Toshogu Shrine. Bon, l'objectif principal du parc reste quand même de voir les cerisiers en fleurs, donc c'était un petit loupé, bien qu'à l'entrée on en a quand même vu quelques-uns et bien en fleurs. On est reparti du parc pour aller voir le dernier temple de la journée. En chemin, on est passé devant une station essence et on vous a filmé ça parce que c'est juste fou de voir les pompes pendre du plafond. À chaque fois, on n'en revient pas. C'est hyper ingénieux, ça prend beaucoup moins de place. On est ensuite arrivé au magnifique temple de Kanda Myojin. Le temple est super beau au milieu des immeubles, c'est assez fou. Il y avait quand même pas mal de monde, mais ça nous a pas trop gâché la découverte du lieu. C'est assez marrant comment les temples d'une certaine manière se ressemblent entre eux, mais en même temps sont tous différents. Ils ont à chaque fois leur petit truc en plus. Après toutes ces aventures, on est rentré à l'hôtel pour découvrir notre chambre. Et quelle pépite, c'est super beau. Elle a été imaginée et peinte par l'artiste japonaise Phoebe JP. C'est hyper joli et en plus de ça, on a une vue. C'est trop beau de nuit et de jour ça doit être pareil. Hâte d'être demain pour le voir. Regardez ce qu'on a là. Hop. Ce sont des pyjamas. La salle de bain. Franchement canon. Et of course les toilettes. À la japonaise.
avec le petit G. Hop, je vous ai tout sorti. Les petits capuchons, le coton. Ça, c'est une serviette. Petit rasoir, brosse à dents et dentifrice. Petite brosse à cheveux. Et ça, c'est toute la skincare pour se nettoyer. Et ensuite, le petit sérum et les crèmes. On va manger au restaurant de l'hôtel. Pour ce restaurant haut de gamme, on nous a recommandé de prendre les 2 menus du chef, qui en plusieurs services te font découvrir plein de petits plats japonais. C'est ce qu'on a fait, et on a aussi commencé par 2 cocktails de saison à base de fleurs de cerisier. C'était super bon. Les plats se sont ensuite enchaînés. On a eu des petites soupes miso, des plats au tofu, des sashimi de thon et saumon, ou encore du bœuf wagyu. On a même pu goûter pour la première fois du vrai wasabi, qui était super bon. De toute façon, tout était vraiment délicieux. On a eu aussi certaines choses qu'on n'a pas pu trop identifier, mais qui étaient également très bonnes. On a terminé sur une note plus douce en dessert avec quelques fruits, et après ça, on a rejoint notre chambre pour aller se coucher. Ce matin, on profite de notre premier petit déjeuner du voyage. Il était vraiment très bon. On va voir la Tokyo Tower. Elle est juste à côté de notre nouvel hébergement. Voilà, on la voit d'ailleurs depuis notre nouvel hébergement, mais on va la voir et puis... C'est un des emblèmes de Tokyo, au point même qu'elle a son propre emoji sous Apple. On va essayer de la voir depuis plein de points de vue différents, plus ou moins proches, pour la prendre en photo sous toutes les coutures. On va aussi faire l'un des points de vue les plus instagrammables depuis une sortie piéton d'un parking souterrain. Vu qu'on y est tôt, vers 8h30, il n'y avait quasiment pas la queue. L'angle est vraiment cool, il permet de faire des clichés assez stylés. On valide, mais faut se lever tôt. Après une tentative loupée hier pour aller se faire traduire le permis en japonais, on y retourne à la JAF aujourd'hui. Il y a 2 personnes, 3 personnes. Ça y est, on a nos permis traduits, on peut conduire. Trop bien, une bonne chasse de tête. Une fois le permis récupéré, on est retourné voir la Tokyo Tower, mais d'un autre côté. On s'est focus autour et dans le temple Zojoji qui est au pied de la tour. Ça permet d'avoir un joli contraste entre la tour qui est assez moderne et le temple qui est traditionnel. Et en plus, le temple est très mignon avec ses petites statues qui ont toute une éolienne en papier. On s'est ensuite éloigné pour aller voir une rue et on est repassé par le point de vue du parking souterrain qui cette fois-ci était pas mal blindé. On a fait un arrêt au Family Mart pour acheter 2 frappés, un au café et l'autre à la pêche. On se dirige vers Key Shrine. C'est des portes, il y a plein de portes alignées rouges à côté d'un temple. Le temple est très très chouette et il a une partie dédiée aux renards. Vu qu'on s'appelle Foxtrotter, on était obligé d'acheter une petite figurine de renard pour faire une prière. À l'arrière du temple, on a pu découvrir toutes ces portes rouges qui se succèdent. C'est hyper beau et impressionnant. Et en plus, ça permet de faire des photos giga cool. On a ensuite commencé à avoir faim, du coup on est allé manger dans un centre commercial à côté et on s'est baladé autour dans un mini quartier sur le thème d'Harry Potter. On est des fans d'Harry Potter, on a beaucoup aimé. On est ensuite rentré à l'hôtel car on doit créer du contenu de la chambre et c'était aussi l'occasion pour la voir de jour. Elle est toujours aussi belle avec ses peintures sur les murs et sa vue sur la Tokyo Tower et les buildings. À couper le souffle. On a shooté la chambre jusqu'à assez tard pour avoir les lueurs du soir et on s'est couché en suivant. Aujourd'hui, on change d'hôtel, mais on reste dans le même groupe hôtelier. On prend notre petit déjeuner et on déménage tout notre attirail vers le Shiba Park Hotel. Le thème de ce second hôtel est la lecture. À chaque étage, il y a une bibliothèque avec des livres que l'on peut emprunter. L'hôtel est un peu moins luxueux que le précédent, mais il n'en reste pas moins joli. Et là, on se dirige au musée, ça s'appelle le Team Lab Borderless. Voilà, c'est pour voir, c'est un musée un peu expérientiel. Voilà, on va découvrir ça. Je pense qu'on va arriver à faire quelques belles photos. Ça, en tout cas, sur les photos, ça a l'air joli. Donc, on va aller voir ça. C'est un musée que Léa souhaitait vraiment faire. Moi, un peu moins car j'ai un peu de mal avec les musées interactifs comme ça. Mais honnêtement, j'ai été surpris dans le bon sens du terme. On a vu plusieurs salles où le jeu de lumière est vraiment impressionnant et hyper chouette. Après, ça reste tout de même un musée à 35 € par personne, ce qui n'est pas donné. On a fait également une salle où on a pu dessiner des poissons et animaux marins qui sont par la suite scannés et plongés dans l'océan que l'on peut voir sur les murs. En vrai, c'est trop chouette et ça nous a bien amusés. Je pense que pour des enfants, ça doit être quelque chose d'hyper impressionnant.
On a fini notre tour du musée dans une salle très cool, pleine de sphères miroirs qui réfléchissent la lumière. On est ensuite passé par la gare principale de Tokyo pour y faire un tampon pour notre collection qui s'agrandit bien. On est arrivé dans les jardins du palais impérial. Voilà, donc on va se balader un peu et voir à quoi ça ressemble. On va peut-être croiser les doigts pour voir des sakuras en fleurs. Ça, peut-être pas trop de chance, mais bon, on verra. Bon, on a été un peu déçus par cette partie de Tokyo. On espérait pouvoir voir d'extérieur le palais impérial, mais c'est vraiment pas possible car il y a des sortes d'immenses murs de pierre qui le masquent. On a quand même fait le tour des jardins qu'on a trouvé chouettes, mais sans plus. D'autant qu'on y était quelques jours trop tôt par rapport à la floraison des cerisiers. Ouais. Tout ça, c'est censé être des cerisiers. Enfin, c'est des cerisiers. Mais juste, ils ne sont pas en fleurs. Après ça, on est parti manger et on a testé les tonkatsu. Il s'agit d'une spécialité japonaise de porc pané. Léa a pris le plus classique, qui est un bol de riz avec un œuf et le tonkatsu au-dessus. Et moi j'ai pris un curry avec du tonkatsu. C'était super bon. La panure est hyper légère et le porc parfaitement cuit. Et le curry vraiment excellent, bien épicé et fondant. L'après-midi, on n'a pas fait grand-chose. On s'est baladé un peu au hasard. On a vu une chouette boutique de vieux livres et vieilles affiches japonaises et un centre commercial avec un parc d'attractions dans lequel on n'a pas oublié de prendre un petit truc à manger. On est ensuite rentré pas trop tard à l'hôtel pour une fois, ce qui fait vraiment du bien, et Léa a pris un bon bain avant qu'on aille se coucher. C'est quoi? C'est notre dernier jour à Tokyo. On est trop triste parce que c'est passé super vite, et en même temps ça veut dire qu'on va partir découvrir d'autres coins du Japon. Vu qu'on a été un peu en avance sur notre planning, on a eu le temps de retourner au tout premier temple qu'on a fait, où on n'avait pas pu avoir de Goshuin. On en a profité aussi pour acheter une petite figurine de chat qu'on a posée dans le temple. On en a aussi pris une en souvenir. Il commence à faire chaud. On est fin mars et on a une température de 20 degrés. Mais vous verrez dans les autres épisodes que ça ne va pas durer. On part faire un temple secondaire qu'on avait noté si on a le temps, le temple Imado Jinja Shrine. Il est également dédié aux chats, mais il est beaucoup plus petit. C'était bien, mais sans plus. On s'est baladé ensuite autour de la rivière Sumida où il y avait beaucoup de vie. On a mangé un petit bout et on a continué notre balade. On a fait un jardin qui était mignon mais sans plus. En sortant du jardin, on a croisé un vieux monsieur japonais avec qui on s'est mis à discuter. C'était un moment incroyable. Le monsieur nous a parlé de Emmanuel Macron, qui était la seule chose française qu'il connaît, et il nous a offert des vitamines à boire pour nous rendre forts. C'est fou la gentillesse des Japonais. Ça va nous marquer tout le long de notre voyage. On a ensuite repris la route pour aller dans le quartier de Akihabara pour le coucher du soleil et pour essayer de trouver une figurine manga que je cherche. C'est un quartier assez connu pour les figurines. Je l'ai malheureusement pas trouvé, mais c'est pas grave. On est ensuite rentré à l'hôtel où on avait un repas de prévu. C'était très bon, on a mangé des sushis, du bœuf wagyu et des tempura. Un repas idéal pour terminer notre découverte de Tokyo. Voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode de notre séjour au Japon. On espère que vous ne l'avez pas trouvé trop long et qu'il vous a plu. On est preneur de tous vos retours, négatifs comme positifs, ça nous aidera fortement pour la suite. Si jamais vous êtes arrivé jusqu'ici, tout d'abord, félicitations. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentant le mot vitamine, comme ça je pourrai un peu situer qui sont les personnes qui regardent la vidéo en entier. Pour les autres épisodes, ne vous inquiétez pas, ils vont arriver sur la chaîne. Ça prend juste un petit peu de temps à tout monter. En attendant, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi qu'à notre Instagram pour nous soutenir. Comme j'ai pu le dire pendant la vidéo, on a sorti notre guide sur le Japon. Si jamais vous prévoyez un voyage là-bas, n'hésitez pas à l'acheter, ça nous aidera fortement. Je mets toutes les infos dans la première ligne de description. Un grand merci à vous et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures.